On va recevoir maintenant et dialoguer un moment avec la head de Genève. Je remercie beaucoup Lada Mouchtater, sa directrice, d'être venue cet après-midi nous rencontrer. Alexia Mathieu, qui est responsable du Master Media Design. Et Alexandra Midal, professeure ordinaire en histoire et théorie du design, que nous avons déjà reçu ici dans le cadre de 2 conférences au MUDAC à l'occasion des archives du design roman. Donc bienvenue. Merci. Bonjour. Oui, on va peut-être commencer par une question pour Lada Amstetter. Est-ce que vous pouvez commencer par nous donner une vue d'ensemble de l'identité de la aide et comment est-ce que celle-ci se reflète au sein des programmes de design que vous proposez? Bon, question effectivement pas très simple, assez vaste. On peut parler des heures, mais si on essaye de réunir en quelques phrases, moi je dirais déjà par rapport à la aide en général, on peut dire que c'est une école presque tricentenaire qui doit se réinventer tous les jours. Et ça, c'est peut-être l'essentiel, le cœur de la aide. Aussi, peut-être une chose qui est extrêmement importante, nous, on est vraiment au cœur de notre action, au cœur de notre enseignement, c'est faire. C'est faire et faire, évidemment, à travers les mandats qu'on fait à l'extérieur, à travers les projets qui mettent les étudiants et étudiantes dans les situations réelles qu'on espère qu'ils vont retrouver après leurs études. Évidemment qu'on a énormément des projets culturels qui sont projets pédagogiques aussi. Les projets comme pour différents, comme défilés par exemple, pour département mode ou le salon des éditions d'art, Page, Red Cinéma Festival, ou évidemment là aussi la participation depuis des années aussi dans Design Week à Milan. Voilà, il y a plein d'autres projets et c'est extrêmement important. Aussi, un autre défi peut-être important pour nous, qui reste toujours un défi, notre école, elle est comme presque tricentenaire, mais en même temps assez jeune dans sa configuration actuelle. On mélange art et design. Cette fusion de 2 écoles anciennes, cet mélange et cet travail ensemble, c'est encore quelque chose qu'on doit continuer à faire. On doit, à travers des cours transversaux, à travers évidemment que les frontières s'effacent, mais pas tant que ça. Et ce travail constant sur justement art et design, comment coexister ensemble, comment travailler ensemble, ça, c'est quelque chose qui nous occupe et qui est vraiment un défi véritable pour nous. Merci. Et vous venez d'y répondre en partie. Genève en particulier a une position assez singulière au sein de la Suisse, notamment romande. Comment est-ce que vous diriez que cette haute école, elle se positionne à la fois sur cette scène locale, mais également internationale? Mais évidemment que je pense que surtout aujourd'hui, à l'heure actuelle et depuis un certain nombre d'années, art et design, c'est les domaines vraiment globaux, international. Et c'est vrai que si on pense par exemple à différentes hautes écoles genevoises, on est une école qui est de loin beaucoup plus, par exemple, des étudiants, étudiantes, aussi des enseignants, enseignantes qui viennent de l'étranger, parce qu'évidemment que c'est les thématiques qui touchent le monde entier et pas forcément locales. Et cette idée de faire partie de la région de Suisse romande et en même temps du monde, c'est vraiment ancré dans l'école art et design. Je pense que non seulement la nôtre, mais beaucoup d'autres écoles, parce que ça fait partie du domaine, en fait. Mais évidemment que nous, surtout aussi dans le domaine design, on est fiers qu'on est en Suisse, qu'on peut amener aussi les savoir-faire, les connaissances, les traditions finalement suisses en design qui sont très forts, et les faire dialoguer avec le monde, avec l'étranger, et aussi
un autre défi qui est pour nous important, c'est aussi amener encore plus d'étrangers, je veux dire pas que l'Europe, mais vraiment voir un petit beaucoup plus large dans le monde entier, amener les autres ouvertures pour l'Afrique, pour l'Asie, qu'on n'a pas forcément à la base, amener aussi les étudiants, étudiantes vers ces pays-là, vers l'ouverture, et aussi accueillir les étudiants, étudiantes de ces pays-là aussi. Merci. Et puis peut-être maintenant une question pour Alexia Mathieu. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous dire en quoi consiste le master Media Design et comment est-ce qu'il participe du coup à façonner cette identité ou une partie de l'identité de la aide? Oui, donc le master Media Design, c'est un master qui permet aux étudiantes de se spécialiser dans le design d'interaction. Donc c'est vraiment tout ce qui est la création en design numérique. On a un positionnement qui est assez large. On conçoit des interfaces numériques, des expériences immersives en réalité virtuelle, des jeux. Mais ce qu'on aime le plus en media design, c'est justement mélanger ces formats. Donc on parle souvent de novel combination, donc ces nouvelles formes d'interaction. Et je dirais que le rôle de media design à la aide, c'est de défricher beaucoup d'outils numériques qui apparaissent. Notamment ces dernières années, on a fait beaucoup de travail autour des IA. Alors c'est pas que je veux citer le buzzword du moment, mais voilà, on a lancé plusieurs projets de recherche sur ces questions-là. Et pour moi, le rôle de media design, c'est ça, c'est tester les outils numériques dans la création en design. On a un projet, par exemple, qui s'appelle Datacraft, qui explore la manière de créer des bases de données personnalisées pour les designers et artistes. Et justement, ça leur permettrait de s'émanciper des grands modèles génératifs comme Midjourney et de générer des travaux à partir de leur propre création. Donc pour moi, c'est ça vraiment le rôle de media design à la aide. Et est-ce que vous diriez qu'il y a une approche particulière qui laisse finalement qui oriente vraiment vos étudiants, notamment peut-être avec ces nouveaux questionnements ou nouveaux outils comme l'IA, ou est-ce que vous essayez de laisser une liberté presque totale à vos étudiants ou de leur laisser la possibilité de développer une identité plus singulière au sein de leur pratique? Alors, je dirais que souvent, les étudiants auxquels on s'adresse, ils n'ont pas d'expérience dans le design d'interaction, souvent quand ils arrivent chez nous. Ils viennent du design produit, design graphique, de la mode, de l'ingénierie, et ils ont envie justement de se spécialiser dans le design d'interaction ou d'ajouter je dirais un outil à leur profession, à leur pratique. Donc souvent la première année, c'est vraiment une année où ils découvrent beaucoup de facettes de ces métiers-là, beaucoup de manières de travailler, aussi de méthodologie d'observation, notamment avec tous les travaux de Nicolas Nova. Comment concevoir aussi des projets interactifs, penser à tout ce qui est test utilisateur, enfin ça c'est assez basique dans la profession. Et aussi on a, je dirais, un gros composant narratif, c'est ce qui fait aussi notre distinction, beaucoup aussi un aspect ludique dans ce qu'on fait. Là on vient de montrer des projets en partenariat avec Arandash au Kik Festival sur le futur du dessin, justement, donc c'est des projets assez ludiques comme ça, dans la manière dont on joue avec. Mais je dirais que ça reste quand même assez libre parce qu'on a un master et le but justement c'est que nos étudiants puissent se positionner dans le champ du design d'interaction. Donc vraiment la deuxième année, ils sont libres de choisir leur sujet de diplôme. Donc voilà, on a autant des personnes qui vont s'intéresser aux questions écologie et numérique que des questions sociétales ou alors des choses complètement narratives et ludiques. C'est assez large dans l'approche. Ouais. Puis peut-être maintenant une question pour toi, Alexandra. Est-ce que déjà tu peux présenter en quoi consistent les cours que tu proposes à tes étudiants? Enfin, quelle est l'ambition de ces cours? Je suis ravie d'être là, merci. C'est important parce que la voix de la aide, c'est une voix singulière et je crois très importante. Donc merci de nous accueillir. Moi, ce que j'enseigne, en fait, alors moi, ce qui est très intéressant dans une école suisse, j'ai trouvé, depuis le nombre d'années où je suis là, c'est qu'on peut changer de poste et de découvrir beaucoup de choses. Donc à un moment, j'ai dirigé les masters en design. J'ai dirigé le master espace et communication.
Et aujourd'hui, j'enseigne d'une manière assez transversale. Donc, j'ai à la fois, et ça c'est une chance pour moi, parce que tout à l'heure on a évoqué le problème entre l'art et le design. Je ne vais pas y revenir. Vous m'avez entendu dire à quel point en fait le design était venu rénover un art moribond. Il faut quand même se rappeler un tout petit peu de l'histoire. Je pense que l'histoire ne nous empêche pas, au contraire, ça nous ouvre. Et le deuxième point, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de design, on a souvent l'idée très banale, comme quoi nous, on serait du côté du vilain capitalisme, alors que l'art serait du côté de la pureté. Il y a un marché de l'art, et sauf erreur, les œuvres se vendent cher, parfois très cher, et le design, finalement, est infime au sein de ces questions économiques. Juste pour donner un petit peu un point, ce que j'enseigne en général, c'est le design et la politique. Parce que la discipline, elle est née avec ces questions-là. Alors là, je ne vais pas refaire non plus un retour historique, on n'est pas là pour ça. Mais je crois que ce qui est le plus intéressant, moi en tout cas dans mon expérience personnelle, et j'en suis extrêmement reconnaissante à la aide, parce que dans aucune autre école, on m'avait permis ça. À l'ENSI, c'était impossible. Dans la plupart des endroits où j'ai enseigné, j'ai fait beaucoup d'écoles, c'était impossible. C'est que je peux à la fois enseigner de la théorie et de la pratique. J'ai moi-même une pratique, je fais des films, j'ai des expositions personnelles dans des gros musées. Et je trouve extrêmement problématique lorsqu'on est uniquement collé d'un côté ou de l'autre, d'autant plus quand on est dans une école professionnalisante. Donc, comme pour nous, là je vais parler en notre nom propre, vous pourrez évidemment me contredire, la question de la pratique et de la théorie se tricotent entre elles et ne sont pas mises l'une contre l'autre, enfin, oui, en opposition. Je pense que ma pratique, comme plein d'autres intervenants et enseignants et enseignantes de la aide, elle travaille sur ce double langage. On a pu le voir tout à l'heure dans la présentation qui a été faite ce matin, de voir que ces premiers enseignants qui essayaient de monter ces écoles d'art appliqué en Suisse étaient aussi à mi-chemin entre les deux, et je pense qu'il y a quelque chose d'incroyablement intéressant. Je finirai de répondre parce que je crois que l'un des points les plus essentiels, c'est pas tant de regarder tous les cours que je pourrais faire, mais de quelle manière on peut inventer des formes pédagogiques qui soient en accord avec notre époque. J'étais très intéressée tout à l'heure quand quelqu'un a parlé à la question, en quelque sorte, d'avoir mis en place des workshops pour enseigner dans son école. Nous, c'est quelque chose qu'on fait dans le master, mais ce qui est très beau dans notre école, c'est que c'est à la carte. Donc, en fait, les départements font comme ils pensent que c'est le mieux. Et on n'impose pas les modèles à tout le monde. Cette singularité, elle résonne aussi avec ce que c'est le devenir et le moment présent d'une étudiante et d'un étudiant. Donc en fait, on est dans le même bateau. Les enseignants, les enseignantes, les étudiants, les étudiantes. Et donc ces questions-là, elles ne cessent d'abreuver notre manière de faire et de penser. Et je crois effectivement que cette question de la capacité à inventer la pédagogie, c'est un grand enjeu. Et je vais rebalancer directement la patate chaude. De la même manière que la documentation, ce n'est pas l'archive, que la transformation du rôle des écoles, avec les questions que vous soulevez, qui sont extrêmement importantes, montre bien qu'il y a un changement qui se produit depuis quelque temps. Je crois qu'être constamment aux aguets pour se poser des questions et ne pas penser que l'on sait, eh ben, c'est très important. Merci Alexandra, tu as effectivement anticipé la question qui suivait, où on essayait de... Enfin, la question c'est un peu, est-ce que finalement vous arrivez à percevoir si cette réflexion critique et théorique se retrouve de manière plus ou moins directe représentée au sein des travaux étudiants, par exemple de master en design? Oui, complètement, même dans la manière dont ils sont conçus en fait, parce que en deuxième année, les étudiants utilisent souvent les recherches qu'ils font dans leur mémoire pour nourrir leur projet pratique. Donc ça se fait d'une manière assez naturelle en fait, comme on fait beaucoup d'enquêtes, voilà, d'observations, d'interviews dans la partie des mémoires écrits. Ils utilisent toutes ces données-là pour enrichir justement leur pratique. Et on a essayé plusieurs formats au fil des années. Pour l'instant, c'est celle qui correspond. Mais non, complètement. Ouais. Est-ce que vous mettez... là, tu as parlé, Alexandra, de distinction entre archives et documentation. Est-ce qu'au sein même de l'école, vous avez finalement des stratégies pour distinguer effectivement ce que vous demandez en documentation ou ce que vous concevez en documentation et ce que vous considérez comme archive, par contre?
peut-être je commencerai par une petite anecdote qui est très révélateur. L'année passée, on a fait avec l'Université de Genève et Société des Arts un colloque consacré à l'enseignement des arts et de design à Genève depuis le XVIIIe siècle à nos jours. Et c'était le colloque sur 2 jours. Premier jour, c'était juste à partir de milieu 18e jusqu'au milieu du 20e. Et deuxième jour, c'est milieu du 20e jusqu'à nos jours. Et c'était assez spectaculaire de voir, de suivre, évidemment que j'ai suivi tout le colloque, que le premier jour, les gens qui parlaient de 18e, 19e siècle, on avait la quantité de documentation, quantité des images, des archives, des documents impressionnants, mais plus on avançait dans le temps, moins archives on avait. Et surtout, à partir des années 60-70, les intervenantes, ils montraient presque rien, parce que finalement, quelques photos personnelles, des cours, ou voilà, parce que finalement, ces questions d'archives étaient vraiment mises à côté à partir, après, grosso modo, après le mai 68, c'était il fallait regarder au futur et ne plus regarder au passé, et c'était tellement parlant qu'on voyait les personnes qui étaient fiers, qu'ils ont trouvé 2-3 images de l'enseignement des années 70, et contrairement à quelqu'un qui travaillait au début du 19e siècle, il avait la quantité d'images et des archives impressionnantes. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il y a quelque chose qu'on doit absolument faire. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment... comment dire ça? Je ne peux pas dire qu'on n'a pas vraiment une stratégie. On a déjà très peu de ressources. C'est déjà ça. On a une personne, évidemment, qui s'occupe des archives, de nos archives à la bibliothèque. Et c'est, d'ailleurs, cette personne, elle est présente dans la salle et qui fait ça à tout petit pourcentage à côté de plein d'autres choses. Et c'est vrai que c'est une question de ressources. Et c'était déjà dit qu'on a ce souci par rapport à Fonds national qu'on ne peut pas tellement déposer le projet sur les études. Et ça, moi, je pense que nous, on doit absolument de faire un partenariat avec l'université ou avec les chercheurs et chercheuses pour commencer vraiment établir une vraie stratégie d'archives, vraie stratégie à laquelle on doit s'inscrire, parce que déjà aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de choses qui sont perdues. Et encore, tout à l'heure, on a parlé de partie numérique, qu'à partir de l'ère numérique, on a beaucoup plus de documents. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai non plus, parce que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on ne peut pas savoir quels sont les futurs de sauvegarde de cette documentation numérique, tandis que le papier, on est tout à fait au courant combien de temps ça prend, et ça prend beaucoup de temps. Papier se garde, en tout cas à l'heure actuelle, on sait, plusieurs centaines d'années, tandis que tous les supports numériques, on ne sait pas. Et aussi, le souci assez important, c'est aussi le souci écologique, parce que c'est vrai que si on passe tout à une numérisation, on ne garde plus rien en vrais objets, en papier, ça, à mon avis, ça peut créer vite les problèmes. Et c'est vrai que nous, on n'est pas un musée, on n'est pas les archives, on a une bibliothèque, mais qui a aussi autre mission. Première mission, c'est support à l'enseignement, à la pédagogie, à la recherche. Et pour moi, c'est un grand problème. Et je vous remercie beaucoup de ce projet Archives du design roman que vous démarrez maintenant. J'imagine que c'est un projet qui va durer, parce que c'est vrai que je réalise à quel point c'est un énorme problème au niveau d'archivage d'enseignement, tout ce qui est les visions, les théories, les projets d'enseignement, et sur presque bientôt un siècle on a perdu énormément d'informations. Voilà.
Peut-être pour rebondir sur ce que Lada, ce que tu viens de dire, une petite question à Alexa Mathieu, parce que justement, votre département, qui est principalement numérique, effectivement, est directement concerné par comment conserver finalement ces travaux d'étudiants, ces travaux de diplôme, etc., au vu effectivement de l'évolution des formats qui nécessitent effectivement que la technologie de conservation évolue au fur et à mesure. Ouais, c'est vrai que c'est un énorme challenge. Je pense que, moi, je lis beaucoup le travail de Nathalie Kane, qui travaille au Victoria Albert Museum, qui justement, elle prend de front ces questions-là. Elle est même allée jusqu'à penser comment est-ce qu'on pourrait archiver des travaux qui ont été réalisés sur Instagram. Donc pour moi, c'est vraiment un peu la personne que je suis, ces recherches-là. Mais voilà, c'est une réalité. Les outils deviennent obsolètes. Et on ne peut pas archiver, ou en partie, des expériences numériques. Par exemple, si on devait archiver une expérience qui a été faite en réalité virtuelle, on pourrait faire des captures d'écran, enregistrer des vidéos de l'expérience. Mais si par exemple cette expérience a des retours haptiques, peut-être que ce serait difficile d'avoir un archivage de ces retours haptiques parce que les outils vont changer. Donc je pense qu'il y a encore plein de choses à penser pour le numérique. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise GitHub, qui est un outil complètement courant qui justement permet d'archiver du code pour collaborer, pour partager le code. Ça, c'est une pratique complètement courante chez les développeurs, il n'y a rien de nouveau. Mais c'est ce qu'on fait. Et ce qu'on fait en plus du code, c'est qu'on archive le processus de création des projets. Donc on met aussi les recherches de terrain, on met aussi les sketchs que les étudiants font. Comme ça, il n'y a pas que la partie technique, mais il y a aussi toute la méthodologie de travail qu'on a mis en place. Et si vous allez sur le site de l'AED, vous voyez notre accès au GitHub, puis vous pouvez aller dans, par exemple, le workshop qu'on a fait sur Carandache ou sur le temps il y a 2 ans, et puis vous pouvez voir comment chaque étudiant a attaqué cette problématique d'une partie recherche, mais aussi pour la partie électronique ou la partie code. Mais en effet, à part les outils basiques, vidéo, images, c'est un vrai chantier que d'autres institutions prennent de front. Donc peut-être qu'on peut s'inspirer. Mais là, en effet, c'est aussi, je pense, des questions de ressources. Et par rapport à la théorie du design même, effectivement, est-ce qu'il y a un moment où on doit se dire que finalement, on n'aura pas tout, on n'aura pas toutes les réponses, et puis il faut l'accepter, ou on ne donnera pas tout, on ne transmettra pas tout? Moi, je suis hyper contente que tu me poses cette question. Parce que c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que je crois qu'il faut absolument comprendre qu'il n'y a pas d'exhaustivité possible et qu'il faut totalement abandonner cette idée-là. Oui, il y a de la perte, oui, il y a de l'oubli, oui, il y a de la cécité, oui, l'histoire ne cesse d'être réinterprétée tout le temps à partir de découvertes et leur opposition, et que tout ça, finalement, ça forme une matière assez vivante sur ce qu'est non seulement l'histoire, mais l'histoire du temps présent, et peut-être même, on pourrait dire, l'histoire du temps futur. Donc je pense que ça, c'est incroyablement important. Néanmoins, pour mettre un bémol à ce que j'allais lancer comme ça, et tu me l'as offert sur un plateau, en fait, une des choses que je trouve extrêmement importante, c'est bien de se rappeler que dans les choix quand même qui sont faits, de ce qu'on archive et de ce qu'on n'archive pas, de ce qu'on documente et de ce qu'on ne documente pas, c'est des choix qui sont incroyablement significatifs, pour ne pas dire politiques. On voit bien combien des parties entières de la population n'ont pas été inscrites, ou le sont que depuis très peu de temps, et pour combien de temps. On voit bien que tout ça n'est pas du tout un rapport matériel, qu'il soit immatériel dans sa forme ou matériel physiquement, mais que tout ça, évidemment, tient de ce dont les gens au pouvoir, dont les institutions décident de conserver certains éléments ou pas. Donc c'est un sujet brûlant. Et du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous avez déjà commencé à établir un peu finalement ce tri de ce que vous souhaitez garder ou non au sein des archives? Non, pas vraiment, à vrai dire. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme a très bien dit Alexandra, c'est non seulement le travail qui, évidemment, qui demande des ressources, mais qui demande aussi qui amène beaucoup de responsabilités à la personne qui propose ce tri. Parce que c'est vrai que finalement, on peut revenir vers la fameuse phrase d'Orwell qui contrôle le passé, contrôle l'avenir. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que tout ce qu'on décide à garder et pas garder,
c'est finalement aussi notre interprétation du passé qui peuvent avoir des lourdes conséquences. Et ça, on sait très bien, par exemple, dans l'histoire de design, à quel point, par exemple, les femmes designeuses, elles sont souvent à l'ombre, oubliées. Voilà, et ça, c'est quelque chose que je pense que c'est le sujet vraiment de près que Alexandra Midal connaît très très bien et maîtrise très bien, mais c'est juste un exemple, il y a plein d'autres. Mais en même temps, on peut aussi dire, maintenant on garde que les travaux des femmes designeuses pour compenser tout ce qui n'était pas fait. Mais est-ce que c'est juste? Non, pas forcément, etc. C'est-à-dire que c'est les questions tellement profondes qu'à mon sens, on doit vraiment créer un projet de recherche ou travailler avec des chercheurs ou avec les musées professionnels pour réfléchir à ça, comment on fait ce tri, qu'est-ce qu'on va faire, et établir véritable stratégie d'archivage, parce que c'est les questions extrêmement complexes et très, très politiques. Et c'est là où on retrouve, je trouve, le lien entre les institutions comme la vôtre, d'enseignement et d'école, et les musées, parce que nous, on a un peu les mêmes, on va dire, questions par rapport à la politique d'acquisition pour les collections. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on acquiert pour la collection? Quels sont les critères qui définissent qu'on prend cet objet et pas un autre? Parce qu'effectivement, il y a un enjeu très important, c'est que l'objet qu'on décide d'acheter, de mettre dans les collections, il est inaliénable, il va rester, c'est lui qui va témoigner du moment auquel il a été acquis. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de raconter à travers cet objet dans la collection? Il y a effectivement une responsabilité qui est énorme au-delà de son esthétique ou de son usage, mais c'est dur, mais qu'est-ce qu'on a envie qu'il raconte du moment ou de la personne qui l'a imaginé? Donc là, je pense qu'entre une école qui doit garder une mémoire ou qui souhaite garder une mémoire de ce qu'elle produit, que ce soit de l'enseignement ou du travail d'étudiants, et un musée qui a la responsabilité au nom du politique de conserver des artefacts ou des éléments qui racontent la société d'aujourd'hui ou les designers du moment, on se retrouve et effectivement c'est compliqué parce qu'on est lié et je pense qu'il faut aussi l'assumer dans le fait aussi de ne pas pouvoir tout garder, mais aussi assumer que dans une politique d'acquisition ou d'archivage, il y a aussi une énorme dimension de subjectivité qui fait qu'on n'est pas dans une science exacte et que oui, on va peut-être acquérir des choses qui ne sortiront plus jamais de la collection parce que finalement ça ne racontera pas grand-chose, et par contre un objet qu'on pensait anodin à un moment aura une force de narration extrêmement puissante parce qu'à lui seul, même s'il est petit, va pouvoir évoquer une technique, une procédure, un groupe social, etc., etc. Donc je pense que là, il y a des points similaires, me semble-t-il. C'est juste rebondir à tout ce que tu dis, que c'est vraiment le cœur du problème, parce que c'est vrai qu'on a un certain nombre d'œuvres des anciens étudiantes de la aide qu'on a gardées, mais on les a gardées en pensant plutôt, parce que c'est les œuvres de grande qualité qu'on expose dans les bureaux, on a utilisé pour les expositions, mais justement, pour moi, c'est très bien qu'on a ces œuvres-là, mais il ne s'agit pas de stratégie. Bon, peut-être ça peut s'agir d'une stratégie en disant qu'on c'est comme en musée s'il décide d'acquérir que les œuvres qu'il va exposer. On ne va pas aller très loin. Voilà, c'est-à-dire que c'est aussi toute cette question qui est débattue au sein des musées depuis des années. Notamment, on connaît bien l'exposition qui était très importante dans ces réflexions-là au musée d'ethnographie de Neuchâtel, le musée Cannibale, qui est justement parlé de cette problématique d'acquisition, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Et je pense que c'est vraiment le moment pour les écoles, en plus les écoles qui forment des futurs designers et artistes, de se pencher là-dessus et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et évidemment, profiter d'expériences, de votre expérience muséale. Surtout que les réserves des musées sont pleines ou se remplissent très vite. Là, je regarde ma conservatrice des collections. Je pense que les dépôts d'archives se remplissent très vite aussi. Les serveurs numériques se remplissent très vite. Donc, il y a un moment, ça devient presque... ça va c'est en roue libre, quoi. Il n'y a pas de fin, il y a presque une sorte de vertige qui se construit. Donc, comment gérer finalement ce vertige et cette mémoire
c'est des mots importants. En plus, on parle archives, on parle mémoire, on parle documentation. Enfin, c'est pas des termes anodins. Hein, c'est très lourd. On a l'impression d'être très ennuyeux. Et en même temps, c'est comment de faire tout ça. C'est Alexandra, tu le disais avant, et nous, on est là-dessus aussi. C'est comment rendre vivant tout ça. Nous, on n'a pas envie de faire des archives en ayant des boîtes de carton et des stocks de prototypes dans les collections. Nous, ce qu'on a envie, c'est que ce qui fait archive aujourd'hui, et ce sera aussi une des prochaines discussions, comment rendre ça vivant, dynamique, accessible, que ça évolue, que ça se complète, etc. C'est comment faire finalement pour transmettre quelque chose qui ne soit pas inerte, mais qui soit véritablement actif. Alors, non, vraiment, moi, je donne ma langue au chat. Non, mais... Oui, c'est vrai que c'est une question extrêmement importante. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut qu'on puisse se pencher un peu tous ensemble là-dessus, parce que c'est vrai que souvent même le public, les gens de l'extérieur, en allant au musée, ils oublient souvent que musée, c'est non seulement musée qui présente l'exposition, mais c'est aussi archive des artefacts visuels, des objets d'art et de design, qu'on doit garder pour les générations futures. Ça, c'est sûr. Mais comment faire chez nous? Parce que c'est vrai que c'est souvent, il y a des étudiants et étudiantes qui ont beaucoup de talent et qu'on voit qui peut-être même sort de l'ordinaire, mais quelques années plus tard, ils prennent tout autre chemin, ils vont dans toute autre direction et finalement, ils ne développent pas leur talent et leur capacité dans l'art et le design. Il y a peut-être aussi les autres qui sont un peu aussi bien que les autres, qu'on ne voit pas quelque chose de particulier, mais quelques années plus tard, ça se dévoile. Et c'est vrai qu'on aimerait bien regarder dans le futur et voir que justement ces étudiants qui vont devenir designers de succès, qu'on a gardé tout leur parcours, tous leurs travaux, parce qu'après, c'est très important, mais on ne peut pas, en tout cas pour le moment, on ne peut pas prévoir et voir dans le futur. Et comment faire, c'est une grande question. Je pense que c'est très très juste, parce que la question de la temporalité, quand on est dans la constitution d'une collection, et puis moi j'ai commencé en dirigeant un FRAC, donc c'est un fonds, donc je suis allée directement là-dedans, et la première chose que j'ai dû faire, c'est un recollement de toutes les pièces, parce que tout était un peu abîmé. Il y avait une grande collection en verre là-bas aussi, c'était la Haute-Normandie, donc je compatis. En tout cas, effectivement, la question de la temporalité, lorsqu'on est dans une commission d'acquisition, on a déjà un temps qui n'est pas du tout celui de l'enseignement, qui est quand même très rapide. Et puis, on n'est pas non plus dans on n'est pas formé pour ça, en fait. L'université, l'école d'art, la haute école, on n'a pas, c'est pas tant qu'on manque encore de moyens, c'est autre chose. Non pas que ce soit faux, mais c'est autre chose. C'est qu'on n'est pas formé pour ça. C'est pas exactement l'ADN de notre première mission. Ça l'est devenu au fur et à mesure, mais comment faire avec ce temps très court qui ne correspond en rien avec le temps de celle ou celui qui participe à une commission d'acquisition et dont l'objectif, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas seulement d'acheter une très bonne pièce et après on verra, que aussi de l'acheter au bon moment où c'est pas encore trop cher. Donc la question du temps, elle est aussi importante évidemment pour le musée. Donc ça, en fait, ça soulève des questions qui sont extrêmement importantes, et je pense qu'il faut être aussi très très clair. On parle là, mais de la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire qu'en fait, il y a d'abord très physiquement des tas d'œuvres faites par nos étudiants, nos alumni, qui sont dans des endroits, peut-être avec quelques toiles d'araignée, je ne sais pas. Il y avait, j'ai vu quelques expositions il y a quelques années à la Triennale de Milan qui avaient été faites dans des scénographies avec des toiles d'araignée. Ça me fait toujours un peu rire. Mais voilà, disons qu'on a une quantité extrême d'archives et d'œuvres et de projets. Et la question, effectivement, c'est tout archiver, bon, même si c'était possible, hein, tout documenter. Est-ce que ça ne revient pas à ne rien documenter? Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir un regard, dans le bon sens du terme, discriminant, alors qu'on manque de temps?
et que voilà, on n'a pas le même rapport temporel. Donc moi vraiment, je disais, je donne ma langue au chat, je la donne vraiment, même si effectivement je pense que ça soulève des questions. Et je voulais aussi revenir sur un point, je pense que la relation entre le musée et la haute école, c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais plus fondamentalement, je crois que le musée est aussi l'endroit, et d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait là, est l'endroit où on s'interroge, on prend la parole, on parle de notre histoire immédiate, mais de notre histoire passée. C'est-à-dire qu'en fait, les enjeux de l'histoire et de la théorie sont absolument faits en partenariat avec certains musées. Et je pense que c'est aussi très important de se rendre compte que c'est aussi un endroit de croisement qui peut être très fructueux. Oui. J'aimerais ajouter que, évidemment, quand on parle des questions d'archives, évidemment que les projets qu'on fait, qui sont très bien documentés, souvent plutôt dans le but de promotion de ces projets, de faire connaître ces projets dans l'immédiat, mais quand même, ces archives, on les garde. Et aussi, évidemment, les publications qui sont le résultat de nos travaux de recherche ou des grands projets, c'est quelque chose qui, évidemment, va entrer dans ce grand panier d'archivage et de documentation. Mais comment travailler avec tout ça, c'est une autre question. C'est-à-dire que le matériel, on a et on aura, mais comme tu as bien dit, que si on commence tout à archiver, c'est un petit peu comme mettre les signets sur chaque page. Finalement, on ne trouve pas notre page qu'on veut trouver. Oui, et puis ce qui est très difficile, c'est aussi d'anticiper les intérêts futurs des historiens et historiennes. Là, on le voit bien avec ce projet de la aide derrière, qui est basé sur des archives de designers femmes, qui peut-être il y a 30-40 ans n'intéressait pas grand monde. Et puis finalement, il y a 2 ans, voilà, il y a eu un projet d'étudiants de la aide qui s'est basé sur ces archives-là et qui a permis justement de développer leur créativité autour de ces verres et des cocktails qui les accompagnent. Ouais, j'allais dire, il y a les cocktails aussi. Qui seront à déguster le 6 décembre. 5 décembre. Oui, donc comment... c'est vraiment très compliqué de définir qu'est-ce qu'il faut archiver. Peut-être, je pense qu'il faut assumer d'emblée qu'il y aura de toute manière des manques. Je constate à l'instant que la HED et le MUDAC, on a travaillé sur ces questions d'archives en produisant des verres alcool. Donc vous avec les cocktails et nous avec le verre de vin blanc. Donc est-ce que faire archive vivante aujourd'hui passe obligatoirement par l'alcool? C'est une question ouverte, hein, je n'ai pas la réponse non plus, je donne ma langue au chat. Mais c'est question ouverte. Mais pour la HED maintenant, quels sont vos... là plutôt à l'ADA et peut-être ensuite aux deux enseignantes, mais quels sont les grands enjeux maintenant par rapport à l'évolution de l'enseignement du design et à la présence du design dans votre institution? Mais c'est-à-dire que, encore une fois, moi je pense que l'enjeu qui est extrêmement important, c'est déjà le développement de certains de nos programmes, d'apparition de nouvelles orientations aussi, parce que comme j'ai dit, l'école doit se réinventer tous les jours et être vraiment en phase et même prévoir le futur, parce que c'est le propre de l'art et de design. Mais moi, je pense qu'un défi, comme j'ai déjà dit, très important, c'est cette véritable fusion et certains effacements de frontières entre art et design. Parce que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on a parlé déjà aujourd'hui de toutes ces problématiques déjà par rapport à la recherche et au Fonds national voilà, qu'il y a cette mélange, ces termes qui évidemment évoluaient avec le temps, mais finalement pas tant que ça, art appliqué, beaux-arts, la hiérarchie entre les différents domaines qui aujourd'hui évidemment pas beaucoup de sens. Mais encore, ça reste dans les têtes des différentes personnes, même dans les têtes des enseignants, enseignantes, aussi des étudiants, étudiantes, qui, voilà, il y a ces a priori qu'il faut se battre parce que c'est finalement, on peut enrichir tous ces domaines, et on peut enrichir l'un l'autre. Et ça se fait déjà dans tous les domaines, mais il faut qu'on aille de l'avant plutôt au niveau de mentalité. Et mentalité aussi extérieure, c'est-à-dire que moi je dirais que ces questions de recherche
notamment ces questions de recherche-création qui, pour le moment, malgré tout, n'est pas assez, à mon sens, pris au sérieux par différentes instances. Ça, c'est la porte dans qui est ouverte, entre-ouverte, mais pas totalement. Et ça, c'est aussi, il me semble, c'est un défi extrêmement important parce qu'on a énormément de recherches dans nos écoles. On a des doctorants, mais on ne peut pas sortir on ne peut pas permettre de faire le doctorat que dans l'école. Ça doit être toujours en partenariat avec une université. Et c'est aussi, toutes ces questions-là, ils sont extrêmement importants pour faire évoluer, parce que je pense qu'au niveau, si on parle de l'enseignement de design, je pense que notre niveau il est très élevé, on va de l'avant et on se réinvente véritablement tous les jours. Mais c'est clair que toutes ces relations art-design et aussi ces questions de recherche-création qui vraiment nous préoccupent beaucoup pour l'avenir. Je ne sais pas si tu veux. Merci Lada. Je vais peut-être passer, s'il y a des questions dans le public. Oui. Alors moi j'ai plus un commentaire, une observation que forcément des questions, pour peut-être amener un petit peu le point de vue d'une historienne de l'art qui travaille sur les écoles d'art et sur un programme pédagogique. Donc je n'ai pas du tout de réponse à tout ce qui s'est dit, mais peut-être que je peux essayer de formuler en tout cas des besoins qu'on pourrait avoir. Je suis venue beaucoup à la aide, je suis un petit peu venue à l'ECAL aussi. Et j'apprends ce soir aussi la question de la politique du FNS par rapport aux histoires des écoles d'art, que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant et qui éclaire beaucoup de choses et a un besoin, je pense vraiment, de créer des collaborations avec des doctorats et les universités pour ces questions. Parce que les questions de pédagogie et d'études de programmes pédagogiques, je crois, deviennent de plus en plus importantes dans la recherche pour comprendre le rôle fondamental que les écoles d'art ou que certains programmes jouent sur la création de scènes culturelles, locales, internationales, voilà, sur des nouveaux aspects. Et je trouvais aussi très juste que vous disiez que le type d'archives donne aussi certains types d'histoires. Alors il y a une question de la subjectivité, mais il y a aussi une question, et c'est là peut-être le point principal, j'ai l'impression que c'est aussi important de ne pas que pouvoir travailler sur des archives qui sont des archives d'œuvres ou de produits, pas que non plus sur des trajectoires individuelles, mais vraiment de pouvoir comprendre des contenus, des formes de structuration, des formes de négociation aussi, de coulisses, des formes de comment des programmes dans des écoles ont permis de répondre de manière très précise à un besoin à un moment donné, et qui donne une espèce de porte d'entrée sur le rôle en fait des écoles d'art d'il y a quelques années voilà. Donc ça, je crois que en tout cas c'est hyper intéressant pour moi d'entendre aussi toutes ces questions aujourd'hui qui reviennent à une réflexivité sur à quoi les historiennes de l'art aussi s'intéressent. Et voilà, comment aussi. Donc voilà, je voulais aussi amener, de nouveau, pas de solution, mais en tout cas cette question de pouvoir comprendre la structuration de certains programmes et des formes de négociation de choses-là, ça me paraît aussi extrêmement important. Vous mettez le doigt sur un sujet extrêmement problématique. Enfin deux. Le premier, déjà, pour vous dire, moi, je peux vous donner mon expérience personnelle en tant qu'historienne de l'art, qui est que j'ai travaillé il y a 1 an et demi sur des questions de pédagogie et de réinvention de pédagogie par l'image, faites par des designers entre les 1952 et 1963, qui ont vraiment révolutionné un tas de questions, et le seul endroit où j'ai pu aller, c'était un RCDAV. Jamais ça aurait pu passer en FNS. Je le sais déjà. Donc effectivement, heureusement qu'il y a de la pratique création, parce que ça permet d'avancer masqué. Je crois que le cheval de Troie est hélas une chose qu'on a encore besoin vraiment d'adopter si on veut avancer. Ça me paraît vraiment être une chose très très importante. Et quant à la deuxième partie de votre question, que je trouve très importante, encore plus importante, parce que la première elle me désole, mais la deuxième elle encourage plutôt, c'est finalement de quelle manière une recherche en haute école devrait ou pourrait
être mise en œuvre. Et on s'aperçoit, soyons très très clairs, je pense que Davidé, avec qui on a beaucoup travaillé sur ces commissions, ne me dira pas le contraire, eh bien très clairement le modèle qui s'impose est un modèle universitaire qui n'a pas grand-chose à voir avec l'essentiel de notre activité, de nos talents, même si on a des thèses de doctorat, pour autant on n'est pas à l'université et ça dit autre chose sur la manière dont on veut agir. Et effectivement, pour le moment, c'est très clair. Il y a peut-être des batailles à mener parce qu'elles ne sont pas entendues. Il n'empêche que ces questions que vous soulevez, je crois qu'elles font déjà partie, je pense que vous pourrez peut-être y répondre, elles font déjà partie de la manière dont on prend soin de ne pas être simplement face à une finalité et de se poser des questions systémiques sur la manière dont on peut négocier cette question de l'archive. Je ne sais pas si ça répond un peu. Ah oui, oui, complètement. Puis c'était aussi l'idée de dire que si moi je peux faire le travail que je fais aujourd'hui, c'est parce que ces archives existent aussi. Donc c'était plutôt voilà, pour alimenter et surtout souligner l'importance de discussions comme aujourd'hui et l'importance de ces politiques là de questionnement et de développement de la question de l'archive dont je suis très reconnaissante. Question de recherche et ces problématiques-là, c'est que c'est ça qui est aussi paradoxal, qu'on a beaucoup d'enseignants, des professeurs qui ont le doctorat, notamment ici, et Alexandra et moi, on a le doctorat, mais ce n'est pas le doctorat qui a été fait à haute école, c'était à l'université. Et c'est assez paradoxal parce que nous, on aimerait promouvoir la manière un peu particulière de faire la recherche en lien avec la création. On aimerait, on fait tout pour avoir quand même quelques doctorants et évidemment on a beaucoup de projets de recherche, mais c'est très difficile de faire valoir ça parce que c'est vrai que nous, finalement, on ne peut pas former, on ne peut pas sortir véritablement les thèses de doctorat qu'à haute école et c'est assez problématique. Voilà. On est considérés comme des enfants. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière remarque? Sinon, merci à nos trois interlocutrices. Merci d'avoir partagé avec nous. Merci.